retrouve aujourd'hui, vendredi 19 mai 2023. Amis téléspectateurs, bonjour, bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine État de la Nation. Grande de ma joie pour la première fois de recevoir pour vous M. Ibrahim. Avec lui, on va devoir discuter sur sa carrière politique, mais aussi ses ambitions. Alors, je reçois aussi pour vous M. Rabi. Il est avec M. Joe Mayele. Nous allons parler sur la marche de l'opposition prévue pour ce samedi 20 mai. Et notons que la marche de la Ligue de jeunes du parti au pouvoir est également autorisée pour ce samedi. L'opposition et l'UDPS. Ça sera juste après le grand ligne d'actualité du jour comme d'habitude. Kinshasa, le gouverneur Jean-Tini Ngobila autorise la marche de l'opposition pour ce vendredi, pour ce samedi à l'âge tir 20 mai 2023. Kasaï oriental, l'UDPS Mbujimaï exige la démission du gouverneur Kabeya Kabiti. Et pour finir, province en sécurité aux portes de Kinshasa, Mbosso invite les Mombondo à un dialogue ouvert à l'Ejtir. Voici l'essentiel de l'actualité du jour, amis téléspectateurs. Julien Sodebi, que je reçois pour vous pour la première fois M. Ibrahim Babatele, à qui je dis bonjour et bienvenue sur le plateau de l'État de la Nation. Bonjour madame. Comment allez-vous? Ouais, je suis bien, merci. C'est pour la première fois de participer à cette émission État de la Nation. Quelles sont déjà vos impressions? Premièrement, merci pour la parole. En commençant par rapport à votre question sur l'état de la nation, je pense que nous sommes dans un pays démocrate. Donc, pour faire autoriser ou pour montrer qu'il y a la démocratie dans un pays, donc l'opposition a aussi le droit de faire des activités, de manifester leur mécontentement ou leur projet par rapport à la vie politique. Donc, c'est un peu ça. Donc, personnellement, je pense qu'ils ont le droit, comme toute autre personne, organisation, association, de s'y manifester. Très bien. Alors, d'entrée de jeu, j'aimerais avoir plus d'informations, plus de précisions. Qui est Ibrahim? Ibrahim Babatale, c'est comme ça que je m'appelle. Monsieur Ibrahim Babatale. Alors, j'ai fui un étudiant de l'UPC dans les droits économiques et sociaux. J'ai suivi quand même des formations en filière avec la politique. J'ai suivi une formation de la communication pour mon parti qui est le Parti pour un Congo Nouveau, PCN en sigle, dont le président est Joël Bakonga Wilima. Alors, mes ambitions politiques, personnellement, bon, je suis là pour aider la nation à l'émergence. Donc, aider l'État à l'émergence ne peut pas seulement être focalisé en étant député ou en ayant, je sais pas moi quoi, un type d'une vision un peu hiérarchique dans la politique. Très bien. Donc, je pense que mon apport dans la société aussi peut aider le pays à son avancement. Vous êtes dans un parti politique? Exactement. C'est quoi les noms? Parti pour un Congo Nouveau, PCN en sigle. Qui est un parti qui est dirigé par Joël Bakonga. Joël Bakonga qui est le président du parti. Ok. Et vous occupez quelle place? Vous êtes membre simple, cadre? Je suis cadre et l'un des communicateurs du parti. Très bien. Merci beaucoup. On va d'abord saluer les invités aussi. Je tiens à saluer Monsieur Rabi. Ça fait tellement longtemps qu'il est passé à cette émission État de la Nation. Bonjour, bienvenue. Ouais, bonjour Madame Estine.
Je dirais que je suis vraiment trop régaillardi de participer à cette émission. Je vous remercie encore une fois pour cette précieuse invitation que vous nous aviez lancée. Et comme je l'ai toujours dit, nous sommes ici pour discuter État. Alors nous espérons un débat où les patriotiques, parce qu'en dépit de tout, nonobstant tout ce que nous pouvions avoir comme connotation politique, le Congo reste notre seul dénominateur commun. Très bien. Merci beaucoup. À mes téléspectateurs, je tiens à vous présenter M. Joe Mayele. Bonjour, bienvenue. Bonjour Madame Estine, bonjour à toute la population congolaise. Merci pour votre invitation et particulièrement aujourd'hui nous avons des choses à dire. Vous savez, depuis un bon moment nous avons voulu marcher seuls. Nous avons eu à nous désengager avec les engagements politiques que nous avions antérieurement. Mais actuellement, nous nous sommes réengagés. C'est pourquoi je vous avais dit, lorsque nous allons nous réengager officiellement, nous allons les dire à la télévision. Nous nous sommes engagés officiellement avec le FDP, la Force Populaire des Démocrates. Un parti politique? Oui, le FDP, la Force Populaire des Démocrates, c'est un parti politique. Parti cher à l'excellentissime M. Jean-Louis Baouma, qui est DGA de la DGDA. La DGDA aujourd'hui qui est un poumon majeur pour les financements de l'État. Et c'est avec ces grands partis politiques que nous nous sommes engagés pour avancer encore et puis pour pratiquer encore notre politique. En tout cas, je pense que aujourd'hui, M. Joe Mayele ferme les portes des négociations parce que nous avons eu à faire des négociations de gauche et de droite, mais nous fermons. Aujourd'hui, nous sommes officiellement cadres et puis chargés de la presse du FDP. FDP qui est un parti de l'Union sacrée, un parti qui a ratifié la charte de l'Union sacrée et un parti qui est en train d'affûter ses armes pour les élections. Par là aussi, laissez-moi saluer toutes les personnes qui ont participé intégralement pour que je puisse atterrir dans ces partis. Je suis en train de voir le secrétaire général, M. Yvon Mundabi, qui a beaucoup œuvré pour que je sois dans le FDP. Je suis en train de les saluer. Son assistant personnel, M. Rachidi, qui a aussi beaucoup œuvré. Et tous les membres et cadres du FDP qui ont accepté la modeste contribution que nous allons apporter au FDP, M. Joe Mayele. Donc je suis en train de les saluer. Je pense que, comme mes amis ont dit, nous allons parler République. Nous sommes jeunes, nous avons un apport pour notre République, c'est que le Congo aille vers l'émergence. Vous savez, la jeunesse de l'État congolais, c'était une jeunesse que ceux qui ont fait, quand je parle de la jeunesse, les débuts de l'État congolais, ceux qui ont géré, ce sont les personnes qui ont été jeunes comme nous, qui ont consacré leur jeunesse pour ces pays. Je vois Lumumba, je vois Kassavubu, je vois Mobutu, je vois Tshisekedi. Ce sont les personnes qui ont commencé jeunes. Nous aussi, nous sommes dans cette même optique, consacrer notre jeunesse pour le Congo. Donc merci pour votre invitation. C'était ça, cette grande communication. Alors, j'ai une question de curiosité. Aujourd'hui, on peut dire que le divorce entre vous et Amdeko est consommé. C'était quoi quelles sont vos motivations? Qu'est-ce qui vous a poussé à embrasser maintenant le parti, le nouveau parti Force Populaire? Force Populaire des Démocrates, le FDP ainsi. Allez-y. Le divorce était déjà consommé vu que nous avions eu à faire une démarche administrative telle que est exigée lorsqu'on veut se séparer avec un contrat ou une administration quelque part. Nous avons fait notre lettre de démission depuis le mois de mars, ça a été déposé. Nous l'avions dit officiellement sur votre plateau devant vos caméras. Et qu'est-ce qui nous a poussé? C'est que la valorisation de la jeunesse. Vous savez, lorsque nous allons dans notre parti, certes que nous avons un bagage, nous avons une renommée médiatique, mais quand vous allez dans notre parti, il n'y a pas cette manière de pouvoir, valoriser les jeunes. Mais aujourd'hui, nous, par les FDP, on valorise les jeunes, on nous donne des très grandes responsabilités. Et ce qui compte, ce n'est pas la personne physique, c'est la personne physique. Ce qui compte, c'est les bagages, c'est les compétences de la personne. Mais est-ce que je sache qu'un mot qui valorise aussi les jeunes? Alors, je n'ai jamais eu à parler du mal de mes prédécesseurs parce que avant que j'arrive chez le président Monké, que je salue, j'étais à la RR, j'étais au AVER. Moi, je pense que toutes ces personnes ont contribué dans mon parcours politique. Certes qu'à un moment, nous avons eu des moments de convergence, à un moment, nous avons eu des moments de divergence. Vous savez, un parti politique, dans une définition qui est traditionnelle, on vous dit qu'un parti politique, c'est
l'ensemble des personnes qui ont une idéologie commune pour la conquête du pouvoir. Dans un parti politique, on ne peut pas se différer dans les différentes idéologies. Donc, lorsqu'on commence à se différer par une vision, par une idéologie, il faudrait que nous nous séparons. Et d'une manière propre, on l'a fait administrativement. La motivation, c'était quoi? Bon, nous avons voulu être quelque part où on va nous valoriser, où on va nous donner une parcelle de pouvoir, où on va nous donner un lieu pour travailler. Et le président Jean-Louis Bouma, que je suis en train de saluer, a cru à notre potentiel, à notre manière de faire les choses. Il nous a valorisés. Vous êtes en train de chercher les intérêts personnels ou l'intérêt de la population? Si les intérêts de la population, moi je crois qu'il faut rester dans un parti politique. Non, au fait, si nous cherchons les intérêts personnels, les intérêts de la population, nous sommes déjà personnalités publiques. Lorsque nous sommes dans les partis politiques, nous ne cherchons pas nos intérêts, mais nous cherchons les intérêts de la population. Mais il faut être dans un endroit où vous êtes à l'aise, où vous pourriez opérer. Donc, c'est dans cet aspect de choses-là que nous avons pris nos distances avec là où nous venons. Mais maintenant, je vous demanderai d'éviter de parler de ce qui a été mon passé, parce que c'est déjà passé. Aujourd'hui, nous devons parler du FDP, nous devons parler des ambitions du FDP, parlons de mon autorité morale, parlons de tout ce que nous allons faire dans le futur. Je pense que hier, nous sommes tombés et aujourd'hui, nous sommes relevés. Donc, c'est ça en tout cas. Avant de pouvoir aborder la question sur les questionnaires sur demain par l'opposition, je me reposais à M. Ibrahim une question. Après, je vais passer la parole de l'autre côté. Comment se porte votre parti politique? Jusque-là, très bien, parce que notre parti politique vient de naître depuis mai 2022. Je pense que le 17 mai passé, nous venons de faire une marche par rapport à l'association des Amis de Joël Bakonga, une marche pour la visibilité, précisément dans la commune de Kassavubu. Je pense qu'il y a des images. Si, prochainement, on pourra prendre des images pour essayer de diffuser pour les spectateurs. Et quelles sont vos ambitions politiques? Ouais, comme je vous les avais dit, personnellement, mes ambitions politiques, c'est aider mon parti, lancer un appel aux jeunes pour adhérer dans la vision du chef de l'État, pour essayer de changer la mentalité, changer l'idéologie politique, changer plein de choses. Précisément, j'aimerais commencer par dire aux jeunes d'arrêter de s'abrutir dans des histoires qui ne valent rien en fait. C'est-à-dire quoi? Les TikTok, Instagram, ça sert à rien tout ça. Les jeunes doivent se cultiver parce que la première culture, c'est la pensée. Les jeunes doivent se cultiver, les jeunes doivent émerger, les jeunes doivent chercher à avancer, enlever la médiocrité dans les pays. C'est comme ça, unis, main dans la main, qu'on ira de l'avant. Très bien, merci beaucoup. Alors, abordons d'abord le questionnaire sur la marche privée. Demain par l'opposition. L'opposition en RDC a saisi le bureau de la Cour pénale internationale de la mission de l'Organisation pour la stabilisation de la RDC, MONUSCO en sigle, afin de déployer leur agence ce samedi 20 mai 2023 lors de la marche programmée à Kinshasa. Cette activité est pour dénoncer la vie chère, l'insécurité dans plusieurs points du pays, notamment à Kinshasa, ainsi que pour planifier la fraude électorale. Alors, amis téléspectateurs, je me rends d'abord vous présenter mon invité, l'un de nos invités qui vient d'arriver. Il est venu vraiment en retard. Il s'agit bel et bien de M. Pablo Mugungu, nouvel élan communicateur à qui je dis bonjour. Bonjour. Enfin, vous êtes sur mon plateau. Oui, je suis là enfin et je m'en félicite tout naturellement. Je vous salue. Je me dois aussi de saluer mes co-débatteurs qui sont ici avec moi. Je salue aussi les
téléspectateurs qui sont en train de nous suivre au travers de la télévision. Très bien. Merci beaucoup. Je me recommence avec vous, monsieur Rabi. Demain, il y a une marche. Vous êtes de l'opposition. Il y a marche de l'opposition demain 20 mai 2023. Alors, ça va se dérouler ici à Kinshasa. Ma question est de savoir quel genre de marche qui aura lieu seulement ici à Kinshasa, aussi longtemps que les Congolais ne sont pas seulement à Kinshasa. Ok, merci beaucoup Madame Mistine pour la question. Sur votre question, vous voulez savoir pourquoi seulement Kinshasa alors que la RDC regorge plusieurs provinces, la RDC a plusieurs coins, plusieurs localités. Vous savez pourquoi nous avons choisi Kinshasa? Parce que dans ça, ce choix est purement stratégique. Pourquoi elle est stratégique? Parce que vous savez aujourd'hui, la ville de Kinshasa, c'est le siège de l'administration du pays. Alors, nous avions voulu à ce que les choses se passent à Kinshasa pour permettre, n'est-ce pas, au monde entier de voir que réellement en RDC, parce que Kinshasa aujourd'hui, quand bien même que ce soit une ville petite, mais quand même administrativement, elle est le siège de l'administration. Alors, on a voulu que les choses se fassent ici parce que ici, nous pouvons faire montrer facilement au monde que les choses vont mal. Et puis ici, les conditions d'accès sont un peu faciles par rapport à d'autres coins qui sont complètement enclavés, notamment par des problèmes de route. Il y a ceci, cela, mais avec la ville de Kinshasa, il y a quand même un peu cette facilité de pouvoir faire les choses et que cela réussisse à 100%. Donc c'est pour cette raison que nous avions choisi la ville de Kinshasa. Et cette marche, ce sera profitable pour la RDC. Exactement. La RDC, je parle de la RDC, non des Kinois seulement. Exactement. Tout comme cette marche pouvait se faire à Yumbi, tout comme elle pouvait se tenir à Kiri, tout comme on pouvait la tenir à Inongo, en Équateur, à Bolobo, partout. Peu importe l'endroit, vu que nous sommes toujours au Congo, alors cette marche a un intérêt énorme pour la vie des Congolais. Donc c'est là, peu importe les coins qu'on peut choisir, on pouvait se décider que non, cette marche va se tenir à Kindu par exemple. Ça aurait à avoir la même ampleur, ça aurait à avoir une même définition et les retombées, les premiers bénéficiaires de cette activité n'allaient être que des Congolais. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas éloignés du territoire congolais dans notre manière de réfléchir dans l'organisation de l'activité. Très bien. Alors, Monsieur Joe Maïle, est-il important de marcher seulement pour la vie chère des Congolais? Je pense que cette marche montre une anomalie. Cette anomalie qui, à mon humble avis, démontre à l'œil nu que nous avons une opposition qui est très très faible. Parce que vous m'aviez posé la question pour savoir est-il seulement urgent de marcher pour la cherté de la vie ou toi? Pour moi, je pense que c'est une manière désordonnée ou déphasée de faire les choses. Parce que si on doit se poser une question, on s'est dit, après la marche, qu'est-ce qui va venir? Parce que la marche, c'est pour quelques heures, et après la marche, qu'est-ce qui va venir? Vous n'aurez rien. Moi, je pensais que il fallait qu'ils aillent dans une démarche qui serait plus des propositions, des alternatives. C'est dans cette optique-là qu'on fait les choses. Mais quand vous marchez, on ne refuse pas l'optique des marchés parce que c'est, comme mon ami a dit, la marche c'est un indicateur qui aujourd'hui démontre la maturation d'une démocratie ou l'existence d'une démocratie. Mais dans les conditions actuelles, je ne pense pas que ça sera une solution. Ils peuvent bien dire ici, ils peuvent bien dire des verbiages, parloter comme ils veulent, mais nous sommes ici après samedi, vous allez leur demander pour ceux qui ont... Il ne faut pas oublier que c'est un processus. Non, c'est pourquoi... On ne peut pas changer non, c'est pourquoi directement. Non, oui, je sais que, je l'ai toujours dit, la gestion est procédurale, c'est pourquoi j'ai dit l'alternative ou le processus a été mal choisi. Alors, si c'est pour la vie chère, s'il semblerait que c'est pour la vie chère, il fallait qu'ils aillent dans un autre champ, pas dans les champs de la marche. Comme ben, aujourd'hui, lorsqu'on vous dit qu'il y a la vie chère, il faudrait vous nous proposer une méthode, parce que c'est l'opposition. L'opposition a aussi, dans la dimension conceptuelle de l'opposition a aussi une brèche de pouvoir proposer au gouvernement. L'opposition aussi propose. Ben,
Si vous voyez les propositions de l'opposition, c'est plus politique. Mais les propositions à caractère social, à 99%, ça n'existe pas. Depuis que Félix Tshisekedi est au pouvoir, qui me donne 5 propositions ou 2 à caractère social qu'ils ont proposées. Il n'y a pas. L'Union sacrée croise les bras, vous attendez ça mal la proposition de l'opposition? Non. Vous savez, ils ont trouvé des failles, entre guillemets. Quand ils ont trouvé des failles, dans les laboratoires politiques, ils doivent maintenant appliquer une alternative pour dire que voilà les failles que nous avons trouvées, voilà ce que nous disons, voilà comment est-ce que nous voulons orienter les choses. L'Union sacrée, c'est le pouvoir, c'est la majorité actuelle. L'Union sacrée est à la tête du pays, avec Félix-Antoine Tshisekedi. Nous, dans notre posture, nous faisons le mieux pour que le Congolais soit assuré de bonnes choses. Mais lorsque ceux qui font les contre-pouvoirs, entre guillemets, disent que les choses ne vont pas bien, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Parce que vous savez, les contre-pouvoirs peuvent devenir pouvoir et le pouvoir peut devenir contre-pouvoir. Donc dans cette optique-là, il faudrait qu'ils aient aussi une sorte d'alternative, des alternatives même ouvrières, pour dire au pouvoir, voilà, dans l'aspect économique, voilà, vous avez échoué de ce côté, voilà ce que nous vous proposons, voilà où sont les réformes que nous proposons, c'est comme ça qu'on fait les choses. Mais vous allez constater que les propositions étaient plus politiques. Avec Martin Fayulu, son plan de réforme, si vous lisez ses plans de réforme, lui-même, il propose un plan de réforme, il se met institution primaire de ces plans de réforme, Martin Fayulu. Qu'ils me disent le contraire, je vais sortir de ces plateaux. Donc il n'y a pas de propositions qui sont concrètes à caractère social. Donc par là, vous voulez dire qu'on n'a pas une proposition forte? Non, on n'a pas une... Je vous ai dit, c'est les Français. On a une opposition conceptuelle. Quand on parle du concept, ça signifie qu'on a une opposition des mots qui reste le mot opposition, mais dans le contenu, ça n'existe pas. C'est ça, au fait. Parce que, allons un peu dans la moralité. Dans la moralité, il y a M. Martin Fayulu qui accuserait M. Matata Ponyo d'un détourneur, d'un voleur. Mais au nom de quoi ils se réunissent aujourd'hui? Il faudrait les demander. Ils nous demandent, nous, aujourd'hui, l'Union sacrée. Nous sommes avec ceux qui ont géré hier, avec Kabila. Mais si vous me demandez pourquoi on s'est réunis aujourd'hui avec ceux qui ont géré avec Kabila, je vous dis on s'est réunis au nom de la loi, au nom des dispositions légales et au nom d'une approche doctrinale qu'on s'est réunis. Si ce n'était pas des dispositions légales, on n'allait pas se réunir parce que ce sont ces personnes-là qui détiennent la force parlementaire et on n'a qu'à former avec eux. Donc vous allez comprendre que nous avons une opposition déphasée. Ils vont vous parler de l'offre politique. L'offre politique encore qui est un concept. Jusqu'à aujourd'hui, certaines personnes ne parviennent pas à démontrer cette offre politique. Donc vraiment, c'est pitoyable pour l'opposition que nous avons. Mais moi je dis, ils vont marcher, oui qu'ils marchent. La marche est un quantificateur très important pour la démocratie. Ils vont marcher et puis je pense que lorsqu'ils vont marcher après-demain, les dimanches, qu'ils vous disent que le soubassement de leur marche a donné gain de cause. Mais même M. Diomaye, il faut aussi comprendre, non? Faut pas, on ne va pas tout changer en un clin d'œil quand même. C'est un processus. Non, je dis au fait, les cartes sont mal choisies. C'est pourquoi je dis que nous avons une opposition conceptuelle. Les cartes sont très mal choisies. Très bien. Alors, monsieur Pablo, vous venez de suivre les propos de monsieur Diomaye. Il est important de marcher sainement pour la vie chère. Bon, la vie chère, c'est une vie pénible, c'est une vie dans laquelle la population ne peut pas vivre comme il se doit. Et donc, marcher pour que cette vie puisse faire place à une autre vie, à une bonne vie, pour que la population puisse vivre comme il se doit. Et je crois que c'est tout à fait légitime. Et la marche, comme beaucoup de personnes viennent de le dire ici dans ces plateaux, elle est démocratique. Mais je déplore le fait que ça va se tenir seulement à Kinshasa. Et cela démontre que les camps de l'opposition, nous sommes des résistants, nous ne sommes pas dans l'opposition, puisque nous avions gagné les élections selon la Constitution. L'opposition, c'est un ensemble de perdants. Ceux qui ont eu à perdre aux élections. Selon les droits constitutionnels, ils constituent l'opposition. Mais ceux qui ont gagné, mais qui ne gèrent pas par injustice, ils sont dans la résistance. Nous
sommes en train de résister à l'injustice qui nous est infligée par le pouvoir des Kabila, qui a porté aujourd'hui au pouvoir M. Félix Tshisekedi, qui a déjà fait à la tête de l'État plus de 4 ans. Nous sommes en train de résister à cela. Okay. Les camps de l'opposition, qui est constitué de Moïse Katumbi, de Martin Fayulu, Matata Ponyo, Envol, Délice Sanga. Ils ont démontré l'incapacité de pouvoir couvrir tout l'espace national. Les revendications qu'ils ont portées, ça concerne la population qui est sur toute l'étendue du territoire national. Alors il n'y a pas de raison que la marche puisse se limiter au niveau de Kinshasa. Et le fait pour la marche de se limiter à Kinshasa... donc selon vous, ils doivent marcher ici, à Kindu, c'est une marche qui est organisée pour le bonheur de tous les territoires nationaux, pour le bonheur de tous les peuples congolais. Alors, les Congos, ce n'est pas seulement Kinshasa. Les Congolais, ce ne sont pas seulement des Kinois. Les Congolais, c'est tous les membres du peuple congolais. Mais Kinshasa représente déjà la RDC. Tous les membres de notre peuple qui se trouvent à travers tous les territoires nationaux. Les Kinshasa, bon, sur les plans sociopolitiques, ça ne représente pas la RDC. La RDC, c'est un tout sur les plans sociopolitiques. Il faut considérer la population, les populations de toute l'étendue du territoire national. Kinshasa représente la RDC sur les plans politico-administratifs. Sur les plans sociopolitiques, c'est une autre chose. Là, c'est une autre dimension. Donc, la marche ne peut pas avoir un retentissement national. Alors que le retentissement national comporte l'avantage de permettre à ce que les revendications puissent être prises en compte. À ce qui concerne les revendications, je suis d'accord. En tout cas, nous, Nouvel Élan, malgré le fait que nous ne sommes plus avec eux, on n'a jamais été contre leurs revendications. Puisque même les sympathisants ainsi que les membres du Nouvel Élan, ils sont frappés par cette vie chère. Moi qui vous parle, j'en suis également frappé. Et pour rejoindre votre plateau, en tout cas ça a été un parcours des combattants, puisque le transport est de plus en plus cher. Et avec l'épée que nous gagnons, on a beaucoup de difficultés pour pouvoir s'émouvoir comme il se doit à travers la capitale. Et voilà. Et je voulais maintenant réagir à ce que M. Djoma vient de dire. Il dit que les revendications de l'opposition, bon, ici je préfère cette expression, les revendications de ceux qui sont en dehors du pouvoir, parce que ce n'est pas nous tous qui sommes en dehors du pouvoir qui sommes membres de l'opposition, je viens de m'expliquer. Les revendications de ceux qui sont en dehors, de nous qui sommes en dehors du pouvoir sont politiques, mais il faut bien comprendre les choses. Il ne faut pas faire montre, ne pas comprendre bien les choses telles qu'elles sont présentées. Quand on dit que nous voulons des bonnes élections, c'est politique, mais avec des conséquences sociales. Parce que les élections, nous voulons nous voulons des bonnes élections. Des élections à l'issue desquelles la vérité désire ne va s'imposer à tout le monde. Très bien. Non, la vérité désire ne va nous apporter quoi? Des bons dirigeants. Et les bons dirigeants vont travailler pour changer les sociales de la population. Très bien. C'est une revendication politique avec des conséquences socio-économiques positives pour la population. Dire que les revendications sont de nature politique tout simplement, sans réfléchir jusqu'au niveau de voir les retombées sur les plans socio-économiques, en tant qu'un homme politique, c'est totalement dangereux. Parce qu'un homme politique, en plus, lui, il a presque la même formation que moi. Pas la même formation, nous sommes tous des politologues. Les politologues est d'abord un philosophe et un sociologue. Un sociologue, c'est celui qui a la maîtrise de sa société. Et le philosophe est là pour couvrir par ses réflexions toute l'immensité du réel. 30 secondes, allez-y rapidement. Il doit réfléchir sur la totalité du réel et en réfléchissant comme ça, il va avoir entre ses mains, il va avoir dans sa réflexion tous les éléments nécessaires
pour pouvoir être utile à la société. Philosopher, c'est bien. Philosopher, ça permet à ce que la société puisse être éclairée. Il vous souviendra que aujourd'hui, si nous avons les pouvoirs partagés, le système des pouvoirs partagés, les systèmes dans lesquels les pouvoirs arrêtent les pouvoirs. Nous avons l'exécutif, nous avons les législatifs, ainsi que les judiciaires. Ça vient de la philosophie. Les philosophes ont eu à réfléchir. Ce n'était pas les cas auparavant. Ils ont réfléchi en tenant compte de la réalité dans son ensemble. Et dans les réflexions, ils ont pu avoir des éléments qui leur ont permis de pouvoir proposer à la société le système de 3 pouvoirs pour que les pouvoirs restent les pouvoirs et que nous puissions avoir un équilibre de gestion qui puisse permettre à ce que les choses puissent fonctionner comme il se doit. Et donc, je voulais amener ce jour à avoir des réflexions holistiques, plutôt que d'avoir des réflexions qui se limitent à un certain seulement. Très bien. Et qui, par conséquent, lui empêchent de pouvoir, comment dirais-je, de pouvoir identifier d'autres éléments qu'il doit prendre en considération pour pouvoir avoir un parler politique de nature à permettre à ce que la population puisse comprendre très bien et qu'elle soit éclairée. Merci beaucoup, M. Pablo. M. Ibrahim, comment trouvez-vous la gestion du pays sous Félix-Antoine Tshisekedi? Bon, je pense que la gestion du président est beaucoup plus basique. Allez-y. Oui. Je pense que la gestion du président est beaucoup plus basée au contrôle, allez-y, à la commande, à l'organisation, à la coordination et à la supervision. Très bien, allez-y. Donc, parmi tous ces éléments, là, c'est en globalité. Si vous entrez en détail, vous allez voir par rapport à ces œuvres. Donc, par rapport à moi, je pense que la gestion, elle est bonne. Parce que j'aimerais donner un exemple. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, les fonctionnaires... La gestion est bonne. Demain samedi, les opposants vont marcher juste pour réclamer la vie chère. C'est-à-dire la gestion n'est pas bonne. Non, la gestion, elle est bonne. Nous vivons dans un pays où, même si vous faites du bien, les gens diront toujours du mal. C'est comme ça. Comment ça? Mais oui. C'est comme ça l'homme congolais. Voilà pourquoi on demande les changements de la mentalité. Dans les Congo a un problème du système, maintenant des animateurs. Non, c'est l'idéologie en fait. C'est l'idéologie. Chacun inculque sa façon de voir aux autres et les autres prennent ça comme atout. Non, voilà, nous marchons comme ça, dans cette vision. Alors que quand vous marchez dans votre vision, essayez de respecter la vision comme elle est, mais n'essayez pas d'enfreindre les autres. Moi personnellement, je ne sais pas trop, mais j'aimerais dire ceci. Actuellement, je ne sais pas s'il y aura un militaire ou un policier qui pourra dire que non, voilà, j'ai fait 2 mois sans être payé. Je ne sais pas. Par rapport au régime précédent, nous savons que ce n'était pas le cas. Aujourd'hui, nous voyons des bus pour les étudiants. C'est pour la jeunesse. Le président a lancé l'appel pour la jeunesse. Il est en train de travailler pour la jeunesse. C'est ça. La réhabilitation de l'université pédagogique nationale. Vous voyez? Nous voyons encore la réhabilitation de l'homme de l'université de Kinshasa. Donc pour vous, les présidents méritent un second mandat? Exactement. Parce que on ne peut pas bâtir une maison en un jour. Tout s'est fait d'une manière... Donc, en suivant une procédure. Il a consommé déjà 4 ans. Bon, il est déjà dans ses 5 ans. Voilà déjà... Voilà pourquoi j'ai dit qu'on ne peut pas bâtir une maison en un jour. Donc, ça prend du temps. Donc, la première étape, déjà, le président est venu, il a trouvé les pays en état d'urgence.
Il est venu, il a trouvé les pays en état d'urgence. Il y avait beaucoup de choses à refaire, tout était bloqué. Il a essayé de faire de son mieux, malgré qu'on ne fait jamais tout à la perfection, mais il fait quand même de son mieux. Moi, je pense que nous Congolais, nous jeunes, devons lui donner cette seconde chance pour qu'il aille continuer avec son mandat. Donc pour vous, je vais me rappeler encore les partis. Les partis... Pardon? Parti pour un Congo nouveau, PCN. Voilà, PCN va aligner d'abord les candidats à tous les niveaux. Exactement. Vous êtes déjà prêt pour les élections. Exactement. Et le président reste à votre choix? Oui, nous sommes dans l'Union sacrée. Nous sommes là à accompagner le président dans sa vision. Je pense que les élections auront lieu parce que nous avons fini avec les étapes préélectorales. Donc nous attendons que le lancement officiel du, comment dirais-je, dépôt de candidature. Très bien. Et pour en finir avec la propagande. Et prenons d'abord les secteurs sécuritaires. Aujourd'hui, on peut dire que le président a un bilan à présenter. Jusqu'à présent, le pays est toujours agressé. On peut dire que le président a un bilan à présenter. Exactement. Il a un bilan à présenter. À ce que je sache déjà les bilans à présenter, il a déjà commencé par faire les remaniements. Il a commencé par faire les remaniements en nommant M. Jean-Pierre Bemba comme ministre de la Défense. Et M. Jean-Pierre Bemba se donne corps et âme pour ça. Il travaille pour ça. Donc, laissons le temps au temps, ne soyons pas pressés. Les choses vont se faire d'une manière ou d'une autre. Très bien, merci beaucoup, Monsieur Rabi. Notons que la marche de la Ligue de jeunes du parti au pouvoir et des PACE est également autorisée pour ce samedi 20 mai 2023. Alors ma question est de savoir, y a-t-il pas un grand risque d'affrontement entre l'opposition et l'UDPS? Ok, merci beaucoup. En tout cas, avant d'aborder votre question, je dois d'abord balayer quelques incongruités qui se sont dites ici sur ce plateau. En tout cas, c'est malheureux. C'est vraiment malheureux, c'est trop rébarbatif voir une jeunesse pareille avec une intelligence incomparable, mais en train de se laisser facilement dans une forte masturbation pour défendre les intérêts de ceux-là qui détruisent quand même la République. C'est vraiment honteux. En commençant par Joe Maël qui nous a posé la question ici de savoir quel a été le soubassement qui a fait en sorte que Martin Fayoulou aujourd'hui, qui autrefois aurait critiqué, qui aurait appelé Martin Zapogno détourneur, quel a été le soubassement aujourd'hui qui a fait en sorte qu'il puisse se réunir. Attends, mais Joe Maël, c'est un garçon, c'est un gars que j'admire beaucoup, c'est un politologue bien formé. Alors Joe Maël qui est devant moi ici ne peut pas ignorer les grandes notions, parce qu'ici on doit concevoir les choses dans sa dimension sotériologique pour ne pas dire épistémologique. Alors il sait très bien qu'en politique les alliances se font et se défont. Alors ces genres de choses ont comme soubassement les partages des intérêts, parce qu'il a lui-même ici défini les partis politiques. La même définition qu'il a donnée pour un parti politique, c'est la même définition qui accompagne, n'est-ce pas, les relations politiques. Alors Vincent Lemieux, qu'il connaît très bien, lorsqu'il a évoqué la notion sur la typologie des relations en matière politique, il a parlé des amitiés ontologiques, des amitiés contextuelles, des amitiés, donc il a évoqué plusieurs sortes d'amitiés. Alors, ici, le président élu Martin Fayoulou, les sénateurs Massata Pogno, le président Délice Sanga, le président Moïse Katumbi, ils se sont réunis, ils se sont mis ensemble parce qu'ils ont vu qu'actuellement, ils sont animés par un seul souci, et les soucis en question, c'est les changements du Congo. Les soucis en question, c'est ces soucis qui consistent à redorer, n'est-ce pas, l'image que le Congo avait perdue avant. Notre ami ici vient de dire, avec autant de difficultés, que M. Tshisekedi, en arrivant au pouvoir, a trouvé les pays en état d'urgence.
je sais pas, lorsque nous voulons parler politique, on doit quand même avoir le temps de se former sur les concepts qui accompagnent la vie politique. Lorsqu'il parle de l'état d'urgence, je sais pas moi, il aborde sous quel aspect? Bon, qu'à cela ne tienne, moi je reste dans les faits. L'état d'urgence, donc selon lui, quand il qualifie de l'état d'urgence, cela veut dire que non, M. Tshisekedi a trouvé un pays dans un chaos profond et il est en train de faire les choses. Il oublie même qu'un président de la République, partant de notre constitution, est élu par un mandat de 5 ans. D'où, ces derniers, en étant sérieux, doit élaborer un programme, doit élaborer un plan qui va cadrer avec ces 5 ans. Parce que l'on suppose que pour que vous soyez réélu, il faut que vous ayez présenté un bilan convaincant. Alors, mais si réellement le pays était dans le chaos, c'est très difficile de pouvoir... Je reviens. Il vous dit que M. Tshisekedi a trouvé un pays dans le chaos et il est en train de faire les efforts pour que les choses redeviennent à la normale. Ok, restons dans les faits. M. Tshisekedi qui a trouvé un pays dans le chaos selon eux. M. Tshisekedi a un abokondi na kisasa tokosomba lipa ya 200 francs. Je dis bien lipa ya 200. Le pays était dans le chaos. Mais Tshisekedi nous amène vers la terre promise, l'IPA à 200 francs à marché à la Ralsouté. Il y a Liboso. Tshisekedi vient au pouvoir, trouve un pays dans le chaos. Mais un pays dans le chaos au sein duquel papier, mouchoir et les bannières ont coûté 250 francs. Mais Tshisekedi nous amène dans une terre promise, papier, mouchoir comme à 500 francs. Tshisekedi vient au pouvoir, il trouve un pays dans le chaos. Kwanga et bannières côté comme à 300 francs. Tshisekedi dans la terre promise, Kwanga est le comme à 800 francs. Tshisekedi qui trouve un pays dans les chaos, le Tobadek au foot à transport, il y a rond-point bâti Victoire à 500 francs, les lots est commun à 1500, 2000 francs. Ça c'est Tshisekedi dans la terre promise. Oh, comment on a été et à Lima. Mais il y a quand même des avancées dans le secteur. Et à Lima, comment on a été bilingue, bah qu'on défendre Bojo, bah modèle Wana, bah qu'on défendre incompétence, elle est visible. En tout cas, il y a une manière, il y a qu'au cracher sur la souffrance du peuple congolais. Parce que les lois, qui était de Kochilombo. Lokola alengela makite po ete akamba mboka boyebi lo lenge nini ya komaki na bokonzi, il s'est retrouvé au pouvoir d'une manière kabilocratique biso toyebi yango, d'une manière qui a dérangé la conscience universelle. Alors alengela maki malamu te po ete akamba Congo ayaki wana pona ko réaliser la rêve d'enfant. Nous savons que Tshisekedi était élu. Il a gagné les élections. A gagné wapi? Tshisekedi a gagné l'élection. C'est selon vous les opposants? Non. Même Tshisekedi est moko azawa na chambre a ebi que non alonga ina maponomité. On doit passer voir les faces. Allez-y, évoluons. Là, c'est sur vos propos. Alors, puisqu'il ne s'était pas préparé pour gérer les pays... Mais qui était préparé? Qui était préparé pour gérer les pays? Attendez. Classe Batangi Saka, comment tu vas gérer les pays quand tu seras président? Il faut faire ça, il ne faut pas faire ça. Est-ce que je peux avancer? Allez-y. La gestion d'un État se prépare. Alors, c'est lui qui veut réellement, un homme sérieux qui veut réellement diriger une société quelconque, il doit se poser des questions il doit chercher à savoir les questions prioritaires de cette société qu'il veut gérer. Mais c'est Tshisekedi qui arrive au pouvoir. Pour vous montrer que ce dernier ne s'était pas préparé pour gérer la RDC, Tshisekedi n'a même pas compris quelle a été la question prioritaire. Quel a été l'axe qui était prioritaire pour commencer le travail, pour donner les sourires au peuple congolais? Tshisekedi vient pendant que les pays, et ça qui n'a pas contexte, Tshisekedi vient, il met en place un projet. Il n'y avait pas un budget nécessaire pour lancer ce projet. Tshisekedi va plus loin, il va puiser dans des réserves d'échange, je vous dis. Il puise dans des réserves d'échange. La conséquence, c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Si aujourd'hui, si demain nous allons marcher pour dénoncer la vie chère, si nous allons marcher demain pour la hausse du taux d'échange, les problèmes ont commencé là. Parce qu'au début, quand il a voulu lancer son fameux programme de 100 jours, son fameux programme d'échange de 100 jours qui n'avait que comme sous-bassement les partages de l'argent de la publique, il avait puisé dans des réserves d'échange. Alors, les réserves d'échange où il y a puisé, ça a été les lots, puisque comme les vidéos, les lots, comme on a problème, tout a commencé là-bas. C'est un élément majeur pour vous faire comprendre que M. Tshisekedi n'avait pas fait les études préalables sur les questions prioritaires de l'État et que au cours du mandat, il n'est que dans les... Mais il a consommé que 4 ans. Dans 4 ans, vous voulez que Tshisekedi change tout? Non. Il doit prendre du temps quand même.
secteur nini oyo coaching. C'est pas à vous de me poser des questions. Mais je pose la question. Je pose des questions. Il n'y a pas des avancées. Même dans le secteur manquant, il n'y a pas des avancées. Ok, je prends seulement 2 secteurs. Allez-y. Je prends les secteurs sécuritaires et puis les secteurs de l'éducation. Mais si Tshisekedi vient au pouvoir, allez-y rapidement. mais si Tshisekedi vient au pouvoir, il vous dit que non, je me sentirai président une fois que j'instaurerai la paix à l'est du pays. Maintenant, posons la question à M. Tshisekedi. Quel a été le plan sécuritaire que M. Tshisekedi avait mis en place pour lutter contre l'insécurité à l'est? C'est la question qu'on doit se poser. Puisque tout devait commencer là, puisqu'on doit avoir un plan sécuritaire bien défini sur base duquel on va fonctionner pour essayer de donner, de mettre fin à l'insécurité. Ce qui n'a pas été le cas avec M. Tshilombo. Il ne l'avait pas fait. C'est comme, c'est pour cette raison que Mounier a retourné à Simba. Oh, ma belle Simba Koto, a improvisé. Oh, Benda Koto, Simba Benda. Et l'autre a Koluka et Moko a habité. Donc, dans le secteur éducation, c'est qu'il vient au pouvoir. À Kouti, Marmalabichu, à Kinango. Il y a un acceptable. Tshisekedi vient au pouvoir sans même faire l'étude. Il y a secteur, il vient vous lance les programmes, il y a gratuit l'enseignement. C'est quand même pas. Comment était? Parce que gratuit l'enseignement, ça n'a pas commencé avec M. Tshisekedi. La gratuité de l'enseignement est exigée par la Constitution. Alors, il faut que vous alliez avec ça de manière progressive. Parce que tu as dit que tu as parce que quand on dit gratuit l'enseignement, ça veut dire que non, enseignant, il faut foutre à l'État. Alors, il fallait se poser la question. D'abord, quand vous dites que l'enseignement doit être gratuit, dans un pays où... Ok, je chute. Dans un pays où les monopoles des marchés de l'enseignement étaient détenus par les privés. Parce que quand M. Tshisekedi avait lancé les plans de gratuité, les écoles publiques, et ben Koko n'a même pas de son. Sur toute l'étendue de la République. Vous êtes journaliste et je pense que vous avez des informations. Alors, comment dans un pays où les monopoles des marchés de l'enseignement est détenu par les privés, vous venez lancer la fameuse gratuité sans pour autant faire des questions sur ce qui sera les paiements des enseignants, ce qui sera les traitements de ceux-là qui vont travailler